Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre randonnée en philosophie, épisode consacré aujourd'hui à Bertrand Russell. Bertrand Russell est un philosophe britannique né en 1872 dans une famille aristocratique du pays de Galles, un petit peu au nord-est de la ville de Cardiff. Orphelin à l'âge de 4 ans, il sera élevé dans une atmosphère religieuse et austère par ses grands-parents et surtout par sa grand-maman. Il occupe aujourd'hui une place de choix dans l'histoire de la philosophie grâce à ses apports essentiels dans les domaines de la logique et de l'épistémologie, mais Russell s'est également intéressé à bien d'autres sujets, à propos desquels il a d'ailleurs souvent défendu des opinions extrêmement progressistes. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, il se déclare opposé à ce conflit, et son pacifisme militant lui vaut non seulement de perdre son poste de professeur à l'université de Cambridge, mais aussi de passer plusieurs mois en prison pour activité antipatriotique. Dans les années 1950, il condamne l'utilisation des armes nucléaires et il signe avec Albert Einstein un manifeste dans ce sens. En 1966, toujours très actif malgré son âge, il a alors 94 ans, il crée, avec quelques autres intellectuels comme Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, un tribunal d'opinion qui portera son nom et qui sera chargé de juger les crimes de guerre perpétrés par l'armée américaine dans le contexte de la guerre du Vietnam. Libre penseur et se déclarant philosophiquement agnostique mais en pratique athée, Russell condamne la religion, celle-ci étant selon lui née de la peur et de l'ignorance. Pour lui, la religion va à l'encontre de la civilisation, de la raison, et elle s'oppose ainsi au bonheur de l'être humain. Pacifiste, agnostique et antireligieux, Russell a des opinions politiques de gauche. Il se définit comme socialiste et il défend dès 1918 le principe d'une allocation universelle, c'est-à-dire le principe selon lequel un État devrait verser à chacun de ses membres, sans condition de ressources ni obligation de travail, une certaine somme d'argent. Socialiste, mais aussi anticommuniste suite à un voyage à Moscou en 1920, Russell se déclare pourtant partisan de l'abolition de la propriété privée au profit d'une propriété collective. En 1929, il publie Le mariage et la morale, un livre qui sera jugé scandaleux par beaucoup de ses contemporains. Il y fait part de théories très singulières qui s'inscrivent en porte-à-faux par rapport à la morale traditionnelle de l'époque, notamment sur l'émancipation des femmes et sur la sexualité extra-conjugale des époux. Dans cet ouvrage, Russell, qui se mariera d'ailleurs 4 fois, examine en connaisseur l'institution du mariage. Ce qu'il met ici en exergue, c'est que dans un couple, ce qui doit primer, c'est la sauvegarde des intérêts des enfants. Tant qu'il n'y a pas d'enfants, il estime que les époux doivent pouvoir jouir d'une liberté sexuelle à peu près totale, quitte à divorcer s'ils le souhaitent. Par contre, dès que le couple a un enfant, alors il convient de prendre en compte son intérêt d'abord et avant tout. Plus question alors de divorce, car il faut sauvegarder l'environnement familial de l'enfant. Par contre, les époux doivent pouvoir continuer à pratiquer une sexualité extra-conjugale, seuls capables, selon lui, de satisfaire pleinement l'homme tout autant que la femme. Le plaisir physique des deux parents est indispensable à leur bonheur, et s'ils sont heureux, cela aura des conséquences nécessairement bénéfiques sur le bonheur de l'enfant. Pour bien se rendre compte du caractère novateur de ce genre de conception, il faut se rappeler que dans la société occidentale, les relations extra-conjugales ont pendant très longtemps été l'apanage de l'homme. Au sein du mariage bourgeois traditionnel, il était fréquent que le mari soit infidèle à son épouse et qu'il ait une ou même parfois plusieurs maîtresses. Par contre, la femme ne possédait évidemment pas cette même liberté, car ça aurait pu menacer, à une époque où la sexualité féminine restait intimement liée au risque de reproduction,
à la fois l'ordre familial et également l'ordre social. La grande nouveauté de la théorie de Russell, c'est que la femme n'est plus exclue de la possibilité d'entretenir une relation adultère. Désormais, la femme aussi a le droit d'avoir une double vie si elle le souhaite. Elle aussi a le droit de cumuler mari et amant si elle le souhaite. La publication de ce livre, dans lequel Russell se dit à la recherche de la morale sexuelle la plus propice au bonheur du plus grand nombre, fait scandale. Affirmer que l'homme, mais aussi la femme, sont par nature polygames et que l'adultère est inévitable et même nécessaire pour être heureux, c'est quelque chose qui choque la morale bien pensante de cette première moitié du XXe siècle. À l'évidence, Bertrand Russell est donc un philosophe qui défend des conceptions politiques et morales qui sortent véritablement de l'ordinaire. Le plus souvent, quand on évoque Bertrand Russell dans un cours de philosophie, c'est pour parler de logique, de mathématiques ou encore de philosophie analytique. Je vais ici déroger à cette tradition et m'intéresser à une facette moins connue de son œuvre, relative à ses idées très originales sur le travail. Le travail est une activité qui semble inhérente à la condition humaine. L'écolier, puis l'étudiant, travaille pour obtenir un diplôme qui lui permettra ensuite de travailler toute sa vie. Le travail représente le principal moyen d'obtenir des revenus permettant de vivre. Mais c'est aussi une activité fondamentale dans la mesure où le travail participe souvent directement à la reconnaissance sociale d'une personne. Quand on rencontre quelqu'un, une des premières questions qu'on lui pose, n'est-ce pas, que fais-tu dans la vie ? Avoir un travail, et si possible un bon travail, est quelque chose de très appréciable, quelque chose d'important. C'est quelque chose qui nous situe, qui nous classe, qui nous intègre dans notre société. Le travail constitue un facteur d'inclusion dans une société. Et à l'inverse, ne pas en avoir peut être problématique, non seulement financièrement, mais aussi socialement. Sans travail, on court le risque de se sentir inutile, exclu, disqualifié, en marge de la société. Aujourd'hui, le travail n'a jamais été autant l'objet de nos soucis et de nos préoccupations. C'est une grande angoisse pour les jeunes qui n'en ont pas encore et pour les chômeurs qui n'en ont plus. Et c'est souvent une grande souffrance pour ceux qui ont du travail mais qui trouvent souvent qu'ils en ont trop. En fait, on n'aime que rarement le travail pour lui-même. Ce qu'on aime, c'est plutôt ce qu'il nous apporte. De l'argent, et donc de l'indépendance, de la reconnaissance, parfois même un certain prestige, un lien social, une identité. Après tout, si on pouvait accéder à tout ça par un autre moyen, est-ce que nous passerions notre temps à travailler ? Chacun de nous a sans doute été éduqué à partir de la valorisation du travail. Nos parents nous ont dit « Travaille bien à l'école afin d'obtenir un bon diplôme qui te donnera accès à un bon travail ». Certains hommes politiques nous invitent à travailler plus pour gagner plus. Ou alors, ils fustigent toute velléité de diminution du temps de travail et condamnent l'attitude des chômeurs, ces non-travailleurs qui bénéficient pourtant d'indemnités jugées par certains trop généreuses. Le travail, c'est la santé, dit-on parfois aussi, avant d'ajouter que l'oisiveté est la mère de tous les vices. D'ailleurs, dans la tradition chrétienne, la paresse constitue un des 7 péchés capitaux, et elle est également stigmatisée dans la tradition musulmane. Quant au travail, il est considéré dans le protestantisme comme un vrai devoir pour l'individu, comme un des piliers de la société. Cette idée selon laquelle le travail est une bonne chose et l'oisiveté une mauvaise, c'est précisément l'idée que Bertrand Russell va tenter de déconstruire dans L'éloge de l'oisiveté, un article d'une dizaine de pages seulement qui paraît en 1932, article dans lequel le philosophe critique l'idéologie du travail. L'idée de départ de ce texte, c'est que nous travaillons tous beaucoup trop.
Or, le travail est une activité pénible, l'étymologie du mot nous rappelant que le terme travail vient du latin tripalium, qui désigne, entre autres choses, un instrument de torture. Pendant longtemps, remarque Russell, il y a eu trois sortes d'individus. Ceux qui remplissent une brouette de terre avec une pelle, les ouvriers. Ceux qui disent à ceux-là de remplir la brouette, les contremaîtres. Et enfin, ceux qui possèdent la brouette et la pelle, les propriétaires, les patrons. En règle générale, le travail des premiers, les ouvriers, est désagréable et mal payé. Le travail des deuxièmes, les contremaîtres, est plus agréable et mieux payé. Et enfin, les derniers, les propriétaires, les patrons, ce sont ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont oisifs, ceux qui tirent leurs revenus, souvent très confortables, du travail des autres. Or, seuls ces propriétaires, seuls ces riches ont pu, jusqu'ici, se permettre d'être oisifs, d'avoir des loisirs. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, nous dit Russell. Grâce au progrès de la technique, de nombreuses tâches peuvent être effectuées par des machines, et les loisirs cessent donc d'être une prérogative des classes privilégiées pour devenir un droit pour tous. Pendant longtemps, il était nécessaire à un individu de travailler pendant une journée entière pour produire ce dont il avait besoin pour subsister pendant cette journée. De nos jours, la technique moderne a permis de diminuer considérablement la somme de travail nécessaire pour procurer à chacun les choses indispensables à la vie. Par conséquent, il est logique d'affirmer que nous pouvons aujourd'hui diminuer le temps que nous passons à travailler. Cette diminution du temps de travail aura au moins deux conséquences positives, deux avantages. D'abord, d'un point de vue individuel, cette diminution du temps de travail sera profitable à chacun puisqu'on pourra ainsi consacrer tout ce temps gagné à des loisirs. Et ensuite, et par la même occasion, dans la mesure où chacun passe moins de temps au travail, cela peut constituer une solution pour diminuer, voire même supprimer le chômage. En effet, là où un homme travaillait pendant 8 heures, on pourrait imaginer aujourd'hui un système dans lequel 2 hommes travaillent pendant 4 heures. Malheureusement, regrette Russell, notre système économique capitaliste ne semble pas prêt à franchir ce pas. Très critique vis-à-vis du capitalisme, Russell l'est également à l'égard du système communiste, qui érige le travail en vertu suprême. Mais comment peut-on expliquer qu'on ne diminue pas la durée du travail alors que les progrès de la technique le permettraient? Comment peut-on expliquer que ce système, prôné par Russell et qui semble somme toute être bénéfique non seulement pour l'individu mais aussi pour la société, n'ait pas été instauré? Selon Russell, la faute incombe aux riches, aux nantis, à tous ceux qui possèdent les moyens de production, aux dominants, aux propriétaires, aux patrons. Les riches ont d'une certaine façon endoctriné les travailleurs qui ont fini par se retrouver aliénés à ce qu'ils pensent être une passion pour le travail. Depuis toujours, les riches ont glorifié le travail, ils ont valorisé le travail des pauvres et ils leur ont imposé une véritable morale d'esclaves. Les pauvres, les travailleurs, se tuent au travail et on leur a appris à être fiers de ça. Travailler, c'est une fierté, disait un slogan du ministère de l'Emploi et du Travail. Travaille bien à l'école, nous disent nos parents. Étudiez, disent les profs. Soyez fiers de votre entreprise et de votre travail et donnez-vous à fond, disent les employeurs. Pour Russell, le culte du travail, c'est une mentalité pré-industrielle qui perdure alors qu'elle n'est plus du tout adaptée à notre société moderne. C'est un culte, c'est une mentalité qui sont créées et entretenues par les riches, par les dominants, qui considèrent que les pauvres ne méritent peut-être pas d'avoir davantage de loisirs, qui considèrent que les loisirs doivent rester le privilège de la classe dominante. Comme Russell l'écrit en toutes lettres,
l'idée que les pauvres puissent avoir des loisirs a toujours choqué les riches. Et le principal argument des riches qui pensent que les pauvres ne doivent pas jouir de plus de loisirs, c'est qu'ils pensent, selon Russell, que si les pauvres avaient des loisirs, ils ne seraient pas capables de les utiliser intelligemment. Il faut ici se rappeler qu'en Angleterre au XIXe siècle, la journée de travail normale était de 15 heures pour les hommes et 12 heures pour les enfants. Et quand certains suggéraient que c'était peut-être un petit peu exagéré, on leur répondait que le travail évitait aux hommes de passer du temps dans les tavernes et de sombrer dans l'alcoolisme, et évitait aux enfants de rester dans la rue et de faire des bêtises. Bref, si les journées des travailleurs étaient longues, c'était finalement pour leur bien. Et c'est ici que Russell fait intervenir l'éducation. Dans l'esprit du philosophe, il est indispensable de proposer une éducation au loisir. Il est indispensable que chacun puisse utiliser son temps libre de la façon la plus intelligente possible, et notamment en se libérant des loisirs passifs, comme par exemple regarder un match de football ou un film, écouter la radio, regarder la télé, aurait sans doute ajouté Russell. Il faut se libérer des loisirs passifs pour pouvoir s'adonner à des loisirs actifs, comme par exemple la lecture ou la création artistique, qui sont selon Russell des activités qui nous rendent meilleurs, des activités qui nous font grandir, qui nous font évoluer. Si on travaille moins, si on consacre moins de temps par jour au travail, on aura à la fois plus de temps et plus d'énergie pour avoir des loisirs intelligents, des loisirs studieux, des loisirs créatifs et actifs. Et c'est ici qu'on voit clairement la différence qui existe entre l'oisiveté et la paresse. L'oisif et le paresseux ont en commun l'inactivité. Mais là où le paresseux ne met pas à profit son désœuvrement, là où le paresseux passe des heures à s'abrutir devant des programmes de télévision affligeants, là où le paresseux perd son temps qu'il avait pourtant gagné en ne travaillant pas, l'oisif utilise ce temps gagné sur le travail pour reposer son esprit, pour atteindre le calme et la sérénité, pour méditer, réfléchir, apprendre, créer. Chez les Grecs de l'Antiquité, le loisir, le temps libre, est appelé skolé, terme à partir duquel le mot français école a été créé. Ce qui montre bien que le loisir n'est pas synonyme de désœuvrement total. Le loisir, c'est ce moment pendant lequel l'oisif, qui renonce à effectuer un travail, souvent physique, met à profit ce temps gagné pour apprendre, pour contempler, pour se cultiver l'esprit. De façon très synthétique et peut-être un tout petit peu caricaturale, l'oisif, c'est celui qui sort grandi de son inactivité, tandis que le paresseux, c'est celui qui en sort diminué. L'oisif a ses héros dans la pop culture. Gaston Lagaffe, qui cherche en permanence à échapper au travail de bureau pour lequel il est payé, n'est pas un paresseux. S'il dort en effet souvent, c'est comme pour peaufiner sa créativité. À son réveil, il inventera des machines plus originales les unes que les autres. Il cuisinera des recettes inédites, il créera un instrument de musique. Gaston n'est pas un paresseux, c'est un oisif. Tout comme Snoopy d'ailleurs, le chien de la BD Peanuts. Si Snoopy passe une bonne partie de son temps couché sur le toit de sa niche, c'est qu'il dort, c'est qu'il médite avant de se lancer dans l'écriture d'un roman ou d'un recueil de poésie. Gaston Lagaffe, Snoopy, ce sont des oisifs qui ont appris à ne pas se tuer au travail, mais qui savent apprécier la richesse infinie du quotidien. Ce sont des philosophes, finalement. Travaillons moins, consacrons davantage de temps à l'instruction, à l'éducation, à la culture, profitons mieux de nos loisirs. Voilà le programme alléchant proposé par Russell, qui avance l'idée d'une semaine de 20 heures de travail. Loin des 38 heures légales de travail hebdomadaire prestées actuellement en Belgique, loin même des projets actuels de 36, voire même de 32 heures prônés par certains syndicats,
Russell propose que nous travaillions 20 heures, c'est-à-dire 4 heures par jour, le reste du temps étant disponible pour nos loisirs. Selon lui, ces avantages en termes de loisirs et de liberté auront pour conséquence évidente de rendre les gens plus heureux. Adieu le burn-out, le stress, la fatigue et l'ennui, et bonjour les loisirs et le plaisir. Bertrand Russell n'est pas le premier à revendiquer le droit à l'oisiveté. Sénèque, au 1er siècle de notre ère, vantait déjà les mérites de l'oisiveté, plus précisément de l'otium, c'est-à-dire le temps libre que nous pouvons consacrer à la méditation ou aux loisirs studieux. L'otium, c'est un temps libre que l'on peut consacrer à des activités intellectuelles ou créatives, à des activités culturelles. Bien plus tard, au XIXe siècle, l'écrivain aventurier Robert Louis Stevenson, le célèbre auteur de L'île au trésor et le créateur du Dr Jekyll et de Mr Hyde, va prôner l'école buissonnière et l'année sabbatique pour que les jeunes puissent apprendre un savoir différent, un savoir non normé. Et 3 ans plus tard, en 1880, le philosophe français Paul Lafargue, qui est pour la petite histoire le gendre de Karl Marx, publie Le droit à la paresse, dans lequel il stigmatise le travail qu'il qualifie d'abrutissement contre nature. Là où Russell propose 4 heures de travail quotidien, Lafargue estime que 3 heures seraient bien suffisantes, le travail humain étant en partie remplacé par le travail des machines. Et pendant que les robots travailleraient à notre place, nous pourrions, écrit Lafargue, nous adonner à la paresse, à la contemplation de la nature, à l'amour, à la fête et au banquet. Un programme plutôt sympathique, en somme. Enfin, très récemment, en 2017, le journaliste Émeric Caron, dans son livre Utopia 21, a d'ailleurs réactualisé ce projet de limiter le temps de travail à 3 heures par jour. Comme le remarquait déjà Russell, il ne tient qu'à nous de changer la société, de transformer le monde afin qu'il corresponde mieux à nos attentes. Comme il l'écrit lui-même, les méthodes de production modernes nous ont donné la possibilité de permettre à tous de vivre dans l'aisance et la sécurité. Jusqu'ici, nous avons choisi, à la place, le surmenage pour ceux qui travaillent et le chômage pour les autres. En cela, nous nous sommes montrés bien bêtes, mais il n'y a aucune raison de persévérer dans notre bêtise indéfiniment. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite, comme à chaque fois, si vous en avez le temps, la curiosité ou l'envie, à prolonger quelque peu votre réflexion ou tout simplement à vous distraire un petit peu en jetant un coup d'œil sur les quelques liens que je propose ci-dessous.